Israël est l'État pour les seuls juifs. Ce qui veut dire que 20% de la population israélienne ont la citoyenneté, je parle des 20% palestiniens d'Israël, ont la citoyenneté israélienne mais n'ont pas la nationalité israélienne. La nationalité est réservée seulement aux 80% de juifs. Alors ça, si ce n'est pas une situation d'apartheid, il faut qu'on m'explique. J'avais un peu parlé de Gaza à la fin de ce premier film, mais pas suffisamment. Aussi pour faire voir au monde que le monde entier, en tout cas tous les juifs du monde, ne sont pas derrière un sionisme pur et dur pratiqué par Israël. Et oui, mais le blocus est total et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait Gaza manque de tout, mais fait société quand même. Et si on réfléchit un peu, même sur un autre terrain, les droits sociaux qu'on a en France ne sont pas tombés du ciel. Ils ont été acquis par la lutte. Bien sûr, à parti pris, mais comme m'a dit Ken Loach dans l'interview, vous savez, Roland, en anglais, il m'a dit ça, l'objectivité en cinéma, ça n'existe pas. Bonjour et bienvenue sur Le Média. Samedi 7 octobre, l'attaque du Hamas contre Israël fait plus de 1200 morts, essentiellement civils. C'est l'opération la plus meurtrière contre l'État d'Israël depuis sa création en 1948. La riposte de ce dernier, prenant alors la forme de bombardements aériens, du durcissement du blocus de la bande de Gaza et de son siège militaire, entraîne la mort de 600 Palestiniens, dont près de 100 enfants, le premier jour. Un week-end d'actes de terreur qu'il est nécessaire de fermement condamner. Depuis ce samedi, c'est toute une partie du monde qui se retrouve plongée dans la tourmente, tant les conséquences politiques sont nombreuses et les échanges, vous l'avez vu, explosifs. Les débats sont alors circonscrits aux condamnations pour terrorisme d'une partie et au soutien inconditionnel de l'autre. L'injonction de choisir son camp domine le champ politique, mais aussi médiatique, tandis que les mots fusent jusqu'à atteindre des sommets d'abomination. Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence. Nous allons les vaincre avec de la force, énormément de force. Ce sont les mots terribles de Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, entretenant alors là un amalgame total entre les combattants armés du Hamas et les quelques 2,3 millions de personnes vivant sur la bande de Gaza. Mais qu'est-ce que cette bande de terre, équivalent à la surface de 2 fois Paris, densément peuplée et coupée du monde? Qui sont les gens qui y vivent? Quelles sont leurs aspirations, leur vie, leurs rêves? Roland Durier est scénariste et réalisateur de documentaires. Après Le Char et l'Olivier, une autre histoire de la Palestine, sorti en 2019, il revient au cinéma le 8 novembre prochain avec Yalla Gaza, un film dont le but affiché est, je cite, de démystifier les préjugés, tordre le cou au prêt-à-penser et témoigner que Gaza est une société normale qui vit dans un monde totalement anormal. Eh bien, bonjour, monsieur Durier. Bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui à Paris, sous le ciel gris habituel de notre région, tantôt déprimante, tantôt rassurante. Nous sommes aujourd'hui au jardin Yilmaz Güney. Est-ce que vous connaissez cette personne? Bien sûr, Yilmaz Güney, c'était un réalisateur turc qui a fait un film absolument fabuleux que j'ai vu, qui s'appelle Yol. Et si j'ai bonne mémoire, il a piloté le film de sa prison. Effectivement. Il était enfermé par le grand État turc démocratique. Disons qu'il avait été condamné à plus de 100 ans de prison par la junte militaire turque en 1980 pour ses écrits, ses films qui venaient défendre les droits du peuple kurde. Il fut en exil en France, c'est intéressant de le savoir, en 1981 jusqu'à sa mort, 3 ans plus tard, en 1984, suite à un cancer de l'estomac. Ce n'est pas très réjouissant, je pense, de le rappeler, mais d'autant plus que le peuple kurde, lui, de Syrie, en ce moment, est bombardé par le régime d'Erdogan, donc rien à voir avec celui de 80, mais ma foi, ça continue. Mais je me suis dit que c'était une atmosphère un peu intéressante pour nous rencontrer dans ce parc. C'est vrai, parce qu'en plus, je trouve qu'il y a des similitudes entre le combat des Palestiniens pour leurs droits et le combat pour les Kurdes d'avoir aussi un État. C'est vrai, même si les Kurdes n'exigent pas forcément un État, mais effectivement, le combat, tout du moins de disposer de leur propre histoire et de leur propre direction, on l'entend, se rejoignent. Alors, nous sommes ici à Paris, alors que vous êtes de la région lyonnaise, dans une ambiance agréable où les gens vivent, on le voit autour de nous librement, tandis qu'à quelques 3300 km d'ici, eh bien, sur une bande de terre grande comme 2 fois la ville de Paris, comme je le disais dans l'introduction, vivent autant de gens qu'à Paris, 2,3 millions, un peu plus même qu'à Paris, mais dans une toute autre réalité, celle désormais de la guerre ouverte, depuis quelques jours, du siège désormais, le mot est utilisé par le pouvoir. Votre film Yalla Gaza, qui sort dans quelques semaines, en salle le 8 novembre prochain, il a été écrit avant, il a été réalisé avant tout ça, puis qu'il sort dans quelques semaines. Mais j'ai une question, où est-ce que prend source votre désir de faire un film sur cette question? Mais en fait, comme j'avais fait un précédent film sur la Palestine, qui était
un film généraliste sur l'histoire de la Palestine, Le Char et l'Olivier, une autre histoire de la Palestine. J'avais un peu parlé de Gaza à la fin de ce premier film, mais pas suffisamment, parce qu'avec le recul, je me suis aperçu que Gaza, c'est une histoire à part entière. Gaza fait partie du territoire palestinien, bien sûr, mais c'est dans l'histoire un lieu de passage incroyable et un croisement de cultures aussi. Donc je voulais absolument en parler. Alors évidemment, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer, même si quand même je pensais que... Moi je voyais plus une explosion en Cisjordanie, compte tenu des agressions des colons sur les Palestiniens. Chose qui peut toujours se passer malheureusement. Ouais. Je ne pensais pas franchement qu'il y aurait une explosion au niveau de Gaza, d'autant plus que Israël s'est toujours targué d'avoir complètement enfermé ce peuple. Et je rappelle qu'un des dirigeants israéliens, je ne sais plus lequel, avait dit de toute façon, on renverra Gaza à l'âge de pierre. Donc, tout ça pour dire que Gaza, c'est une histoire à part entière. C'est un peuple, moi personnellement, que je trouve assez fabuleux, parce qu'il tient debout, malgré le blocus... qui dure depuis 15-16 ans. 16 ans, blocus par l'État d'Israël sur son grand côté, mais également blocus sur le petit côté par l'Égypte en vertu d'un accord de coopération avec Israël. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de parler des gens de la société civile. Bien entendu que j'ai aussi interviewé des politiques. Bien sûr, j'ai mélangé ça avec des journalistes, des historiens, pour avoir quelque chose qui ait une trame narrative qui soit digeste et compréhensible. Mais voilà, ce peuple debout, cette société finalement qui était encore debout. Pour vous, elle n'est plus debout? Pour le coup, là, elle est attaquée physiquement. Oui. Mais elle n'est plus debout? Disons qu'elle est debout parce que les Palestiniens ont une résilience qui est à mon avis unique au monde. Elle est debout, mais elle est à genoux pour le moment. Donc à mon avis, ils vont mettre quand même un petit moment avant de remettre en place certaines infrastructures sociales, etc., qui existent, que j'ai montré dans Yalla Gaza. Et c'était aussi un des objectifs du film, de montrer qu'il y a un croisement associatif assez extraordinaire. Il y a une créativité qui, de mon point de vue, force le respect. Bon, voilà, c'est ce que j'ai voulu montrer et c'était une de mes motivations pour faire Yalla Gaza. Et vous l'avez dit il y a quelques secondes, vous avez interviewé un panel assez large de personnes, des journalistes, des anciens ministres, des historiens, historiennes, des spécialistes de la Palestine, d'Israël, des Israéliens aussi, des Gazaouis évidemment bien sûr. Comment vous avez pris contact avec toutes ces personnes? Est-ce que vous avez rencontré des refus, des freins, des difficultés? Très franchement, aucun refus. Et ça m'a été finalement assez facile d'obtenir toutes ces interviews. Ça a pris du temps, parce que ça, c'est tout un travail en amont qui est extrêmement long, à l'écriture, de la trame. Combien de temps? Plus d'1 an. Et peut-être le plus long qui a été pour moi d'avoir le rendez-vous, c'est avec Ken Loach. Parce que Ken Loach, c'est un de mes modèles en termes de réalisateur. Célèbre réalisateur britannique. D'ailleurs, pourquoi vous l'avez invité? Parce qu'il apparaît très peu dans le film, en vérité. Il apparaît très peu, mais l'interview faisait 1h15, donc je vais peut-être en faire quelque chose d'autre. Mais en tout cas, pour la partie Palestine, parce que je connaissais ses engagements pour la Palestine, et puis je dois être honnête, moi j'aime le bonhomme, j'aime son humanité, j'aime son humilité, je connais ses engagements, il n'a jamais dévié d'un pouce, et pour moi c'était un vrai bonheur la rencontre. C'est un de mes plus beaux souvenirs de tournage, et donc ça a été long pour obtenir le rendez-vous, parce que c'est un monsieur très pris, qui dit toujours qu'il va faire son dernier film, puis finalement non. Il est passionné. Voilà, c'est un passionné. Et ça apporte quoi du coup? Parce que vous l'avez retenu si peu dans le montage, est-ce que c'est une forme de crédit en disant voilà, c'est une personne mondialement reconnue, il est du côté des Palestiniens, est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez chez lui? Oui, je vais être honnête, il y a un petit peu de ça, parce que connaissant ses engagements, pas que pour la Palestine, d'ailleurs pour le droit international au sens large, pour son combat pour les opprimés, pour faire un peu large aussi, ouais, c'était aussi pour donner un peu de crédit au film, et puis oui, oui, c'est ça, pas d'autre à rajouter. Hein. Au moins c'est clair, effectivement. Alors dans une interview précédemment, lors de la sortie de votre précédent film, que vous avez cité tout à l'heure, qui était consacré à la Palestine et aux Palestiniens aussi à ce moment-là, vous vous disiez avoir fait le choix, un choix clair, celui de vous mettre du côté, je vous cite, du côté du droit international à la faveur, ce droit, des Palestiniens. Est-ce qu'on peut qualifier que votre documentaire est un documentaire, un film pro-palestinien? Vous parlez de celui-là ou du précédent? Celui-ci. Je pense qu'on ne peut pas le qualifier d'être pro-palestinien, mais je peux comprendre que des gens vont le percevoir comme ça. J'ai voulu donner la parole, par exemple, à des Israéliens
certes des Israéliens antisionistes, mais qui ne se reconnaissent pas dans la politique d'Israël. Pour moi, c'est important qu'ils soient face à ma caméra, aussi pour faire voir au monde que le monde entier, en tout cas tous les juifs du monde, ne sont pas derrière un sionisme pur et dur pratiqué par Israël. Donc voilà, chercher un équilibre tout en ayant conscience, et je dois être honnête, d'avoir un regard que j'assume totalement, et je le répète. Un parti pris? Bien sûr, un parti pris, mais comme m'a dit Ken Loach dans l'interview, vous savez Roland, en anglais il m'a dit ça, l'objectivité en cinéma ça n'existe pas. Donc vous avez un parti pris, c'est normal et il faut l'assumer, donc c'est vrai que je l'assume. Bon, je le répète, mon parti pris c'est le parti pris du droit international qui est violé par Israël, qui a été violé aussi par le Hamas récemment en s'attaquant à des civils. Mais voilà, on ne peut au moins pas me faire ce reproche-là, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a deux droits internationaux. Un qui serait, par exemple, violé par Poutine, pour prendre cet exemple, et qui ne serait pas violé par Israël. Non, c'est quand même les mêmes textes de loi. Donc voilà, c'est aussi un peu ce qui m'a guidé dans la construction. Pourquoi ne pas avoir invité des personnes sionistes, par exemple, pour un équilibre dans le film? Même si j'imagine que c'est forcément dans votre parti pris, mais vous avez pensé à le faire ou alors dès le départ c'était... Non, très sincèrement, je m'étais refusé parce que je considère que les grands défenseurs d'Israël ils font le siège de nos médias. C'est à eux qu'on donne tout le temps la parole. Donc je n'avais pas envie encore de les entendre. J'avais envie d'entendre des voix juives, non sionistes. C'est un parti pris, je l'assume. On peut me faire ce reproche, je l'accepte, il n'y a pas de souci. Et vous commencez le film et vous le terminez aussi avec cette phrase que beaucoup de personnes prononcent dans plusieurs langues. Les droits ne sont pas donnés, ils sont acquis par la lutte dès le début du film et à la fin du film. Vous n'avez pas peur que dans ce contexte actuel là, de politique qui est extrêmement brûlant, qu'à la sortie de votre film, on vous qualifie de militant pro-Hamas? Les gens, on est encore dans une démocratie, même si elle est un peu malade par moment. Donc les gens, si ils ont envie de penser ça, ils ont le droit de le penser. Ce slogan, il n'est pas de moi. En travaillant avec mon chef opérateur à Gaza, Yad Al-Astal, je lui ai dit, il faut que tu me trouves un slogan qui caractérise l'état d'esprit des Gazaouis, vraiment. Et il a cherché, on a fait des échanges, et c'est lui qui m'a dit ce slogan. Les droits ne sont pas donnés, ils sont acquis par la lutte. Et après, je lui ai dit, bah, écoute, il faut que tu demandes aux interviewés à Gaza, moi je le ferai pareil à mes interviewés en Europe, s'ils sont d'accord pour reprendre ce slogan, s'ils l'intègrent intellectuellement et s'ils sont d'accord pour le reprendre. Ils ont tous été unanimes, y compris Ken Loach, pour dire que mais oui, c'est la base. Et si on réfléchit un peu, même sur un autre terrain, les droits sociaux qu'on a en France, ils ne sont pas tombés du ciel, ils ont été acquis par la lutte. Alors après, dans ce contexte, on va me taxer de va-t-en-guerre ou de je ne sais pas quoi, ben, on peut le faire, mais en tout cas, c'est ce que ressentent les Palestiniens. Et d'ailleurs, ça m'amène à une réflexion. Les Palestiniens, quand ils résistent pacifiquement, style les marches du retour, ils sont réprimés de la même violence que quand ils résistent d'une façon violente, où ils sont réprimés. Bon là, les bombardements massifs des populations civiles à Gaza, je veux dire, un être humain normalement constitué, c'est assez insupportable quand même. Bien sûr, bien sûr. Alors justement, parlons un peu de votre film. Yalla Gaza. Yalla Gaza, c'est son titre. Et on dit dès le départ, Gaza a une histoire, ce territoire a une histoire millénaire, multimillénaire. Le film s'ouvre sur cette recontextualisation historique, non pas spécialement du conflit israélo-palestinien, mais de ce qui précède finalement ce conflit. Ce n'est ce qu'est Gaza en fait, mais aussi ce que la région aurait pu devenir à l'époque du partage des territoires de l'ONU en 1947, c'est-à-dire le projet d'un seul État unique avec une constitution similaire à celle des États-Unis d'aujourd'hui, capable d'accueillir toutes les ethnies. Selon l'écrivain Thomas Suarez, vous lui tendez votre micro, tout du moins vous lui posez cette question, il répond cela. Pourquoi avoir fait le choix de débuter le film en recontextualisant? Est-ce que c'est important le contexte pour comprendre? Parce qu'aujourd'hui, dans le débat politique et médiatique, c'est difficile, hein, on recontextualiser, ça peut être justifié, vu comme une justification. Et pourquoi cet écrivain-là? Pourquoi lui? Parce que je l'avais lu, j'avais lu 2 bouquins de Thomas Suarez, et notamment son dernier, c'était « Comment le terrorisme a créé Israël », un titre volontairement provocateur évidemment, mais alors qui est absolument fabuleux. Moi j'encourage les gens à lire, parce qu'il a fait un travail d'historien en grattant dans les archives israéliennes, les archives anglaises, de la période du mandat britannique notamment, et il explique très bien, c'est dit dans le film, c'est ce qu'il m'a dit face caméra,
que avant la création de l'État d'Israël, dans l'Empire ottoman, les Arabes palestiniens de culture musulmane et de culture chrétienne et les Juifs vivaient en parfaite harmonie. D'accord. On imagine que c'est pas forcément parfaite harmonie, mais ils vivaient ensemble. Oui, et ça fonctionnait. Oui, tout à fait. Alors, jamais rien de parfait. Oui, bien sûr. Je mets de la nuance. Peut-être un peu. Mais en tout cas, ils vivaient ensemble. Et que c'est une époque très. Donc 45, quand, au niveau du plan de partage, ou quelques mois avant le plan de partage, il y avait des attentats, et ça, le monde entier ne le sait pas, et on découvre ça dans le bouquin de Thomas Suarez. Il y avait des attentats des groupes sionistes de l'époque, la Haganah, Stern, etc., des attentats contre des juifs. Il y avait des attentats évidemment contre des Anglais pour leur dire « partez parce que nous, il faut nous laisser la place, on veut construire un État ». Des attentats contre des Palestiniens, on peut aussi le comprendre entre guillemets dans le contexte, oui. Partez parce qu'on veut la place, mais des attentats contre des juifs qui ne voulaient pas un État sioniste que pour les juifs. Ça, le monde entier ne le sait pas, et c'est très très bien décrit dans le bouquin de Thomas Suarez, avec toutes les références. Il est allé chercher ça dans les archives, et ça m'a vraiment éclairé sur cette période de l'histoire. Donc, si on ne contextualise pas le début du film, parce que j'ai considéré que le public qui va aller voir Yalla Gaza, il n'est pas censé avoir vu Le Char et l'Olivier, une autre histoire de la Palestine. Je suis bien obligé de recontextualiser un petit peu, d'amener la géopolitique pour rentrer dans l'histoire de ces Gazaouis. Sinon, à mon avis, on est perdu. Donc c'est ce choix que j'ai fait, mais vous savez, quand on réalise un film, on fait plein de choix et des fois on a des dilemmes. Mais là, en l'occurrence, pour la construction, ça me semblait évident de contextualiser. Et le début physique du film, lui, commence par une phrase en plein écran, je vais la lire. « Gaza est une terre où les droits considérés comme acquis ailleurs ne sont que des rêves ici. C'est une terre où ses habitants souhaitent parfois ne plus y vivre, mais en même temps, elle leur manque s'ils la quittent. » Alors, il y a cette scène où l'on voit un vieux monsieur parler avec un groupe de jeunes filles, d'enfants, en leur montrant une clé, une grosse clé, une clé qui serait la clé de retour dans son village, quitté quand il avait 8-10 ans, soit l'âge environ de ces jeunes filles autour de lui à ce moment-là. Racontez-moi ce passage du film. C'est qui ce monsieur et pourquoi? J'avais demandé à Yad, le chef opérateur sur Gaza, de me trouver un couple de vieux et vieilles palestiniennes qui avaient vécu la Nakba, l'expulsion des Palestiniens en 1940. Et il a cherché un moment et un jour il me dit ah, « je crois que j'ai trouvé, je te fais un petit essai comme ça », il m'envoie par WhatsApp. Il me dit seulement la dame elle ne veut pas témoigner, mais le monsieur est très motivé, je pense qu'on peut scénariser quelque chose, voilà. Et donc on a fait le choix de cette histoire de ce vieux monsieur qui raconte face caméra. Alors on a scénarisé avec ses petits-enfants, etc. Mais son histoire est vraie et c'est un monsieur qui a vécu à 8 ou 10 ans l'expulsion de ses parents. Et de la Nakba, les 7 à 800 000 Palestiniens qui ont été expulsés lors de la création de l'État d'Israël. Expulsés, et eux, réfugiés à Gaza. Aujourd'hui, ils ont toujours un statut de réfugié, puisque le statut de réfugié est de nouveau reconduit aux enfants et aux petits-enfants, les réfugiés au sens de l'UNRWA, hein, bien sûr. Et donc, j'ai trouvé touchant son histoire, et ça me permettait aussi de mettre un petit passage sur ce qu'a été la Nakba, parce que finalement, les gens ne le savent pas forcément. Alors on a oublié effectivement de ce que c'était, et aussi cette idée de transmission de génération en génération, d'une souffrance, de quelque chose, mais aussi d'une mission, puisqu'il est attaché, il y croit, il le dit, que ce soit demain ou je ne sais quand, on y retournera, et c'est une sorte de transmission envers ces jeunes filles, ou les jeunes en fait en général, parce que la population est d'ailleurs très jeune là-bas. Absolument, ouais. La population à Gaza est très très jeune. Alors là, on est sur un thème central, la transmission de la culture, la transmission de ce qu'a vécu les ancêtres, c'est vraiment central. Et pour preuve, beaucoup des intervenants à qui on demandait d'où vous venez, alors ils habitent Gaza, ils ne disent pas je viens du camp de machin ou je viens du camp de truc, puisqu'il y a 4 ou 5 camps gérés par l'UNRWA à Gaza, mais ils disent je viens du village des grands-parents qui ont été expulsés du territoire historique de la Palestine. Ce village il est aujourd'hui dans le territoire israélien, voire il n'existe pas du tout d'ailleurs, puisqu'il a été rasé et des villes israéliennes se sont construites dessus. Voilà. Et ça paraît à la fois dérisoire et terriblement touchant que ces jeunes filles qui ont, par exemple, des jeunes filles qui font un travail social à l'attention des jeunes pour les dégâts psychologiques des enfants, disent je viens d'un village, donc à côté de Tel Aviv ou à côté d'une ville israélienne. Le village n'existe plus, mais on continue de perdurer cette histoire.
Cet attachement au territoire. Oui, cet attachement à la terre, il est viscéral et vraiment central. Ce droit au retour que réclament les Palestiniens, qui est un droit fondamental reconnu par les Nations Unies, qui a fait l'objet de maintes et maintes résolutions, toutes évidemment pas acceptées par l'État d'Israël, il est vraiment central dans l'histoire des Palestiniens. Et ça me semblait important de le mettre en image. De le mettre en image. Alors évidemment, dans votre travail de contextualisation ou de recontextualisation, l'embargo terrestre, je le répète, aérien, maritime, qu'Israël impose à Gaza depuis maintenant 16 ans, est abordé rapidement dans le film, dès le départ. Vous interrogez Roni Barkan, un dissident israélien antisioniste, qui parle alors lui à ce moment-là, et on est avant les événements évidemment, encore une fois je le recontextualise à mon niveau, de siège barbare et inhumain, pour parler de l'embargo, un terme qui prend, j'imagine, un tout autre sens aujourd'hui, alors qu'il y a quelques jours, le gouvernement israélien parle, lui, d'un siège militaire contre Gaza. Mais avant ces événements de ce week-end, avant ça, quelle forme prenait ce siège-là? C'est un siège, comme vous l'avez très bien dit, qui est complet, par terre, par mer et par air, parce qu'on dit prison à ciel ouvert, mais non, parce qu'il y a sans cesse des drones qui tournent au-dessus de Gaza pour surveiller la population. D'ailleurs, on se dit, mais comment c'est possible que la Hamas ait pu défoncer la barrière de sécurité pour aller agresser les colons, quoi. Donc, un manque de soldats, c'est le récit, du moins c'est la justification donnée à un manque de soldats partis en Cisjordanie. Voilà. Oui, parce qu'ils protégeaient les colons de Cisjordanie. Oui, c'est l'explication que donne Israël. Voilà. Mais oui, mais le blocus est total et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait Gaza manque de tout, mais fait société quand même. Alors, les matériaux de construction n'arrivent pas à rentrer, parce que tout ce qui rentre ou ce qui sort de Gaza, c'est au bon vouloir de l'occupation israélienne, des autorités israéliennes. Donc, les Gazaouis, par exemple, qui sont agriculteurs ou pêcheurs, d'accord ? Par exemple, pour l'agriculture... On les voit dans le film d'ailleurs. Oui, on les voit. Il y a une grosse production de fraises, par exemple. J'ai une anecdote, il y a quelques mois en arrière, Israël avait décidé de boucler la frontière complètement, c'est-à-dire bloquer le seul point de passage qu'il y avait pour les marchandises. Et il y avait 8, 10 ou 12 camions de fraises qui ont pourri. Donc, il faut comprendre qu'on enferme une population de 2,2 millions de personnes dans un territoire qui fait 360 km², vous l'avez très bien rappelé. Et on s'arroge le droit de dire ça, vous pouvez sortir ou vous ne pouvez pas, ça, vous avez le droit de rentrer. Par exemple, ceux qui ont des pathologies lourdes, des malades de cancer, il n'y a pas tout l'équipement à Gaza pour soigner ce type de pathologie. Donc, ceux qui arrivent à sortir de temps en temps pour aller se faire soigner en Cisjordanie, c'est au bon vouloir de l'armée israélienne. Il y a des gens qui meurent d'un cancer qui pourrait être tout à fait soigné normalement dans les temps, mais ils meurent parce que, faute de soins, parce qu'Israël a décidé de ne pas les laisser sortir. Donc il y a ce contexte-là, en fait, vous le rappelez dans votre film, et que malgré tout, il y a la vie qui s'organise, les gens qui vivent là-bas, et parce que, pas le choix, ils sont ici, et ils y tiennent d'ailleurs d'y rester. C'est ça qui m'a intéressé, moi, c'est incroyable, quoi, avec tout ce manque, toute cette pression sans cesse exercée sur la population. Nous, on a vu des sourires, quoi. On a vu des gens qui dansent sur les ruines. Ça, danser sur les ruines, on l'a scénarisé évidemment pour la force symbolique de la chose. Mais voilà, la société s'est pas écroulée, quoi. Alors ils sont sous l'administration du Hamas. Moi, le Hamas, c'est loin d'être ma tasse de thé, bien sûr, et ça entraîne évidemment tout un tas de pressions sociétales. Mais néanmoins, ça tient debout. Il n'y a pas une guerre civile. Il y a eu une guerre civile entre le Hamas et l'autorité palestinienne après les élections, bien sûr. Mais aujourd'hui, il n'y en avait pas, en tout cas, même s'il y a de temps en temps des tensions. Ouais. Mais c'est assez incroyable de voir des sourires, voir cette créativité. Il y a une créativité incroyable dans la poésie, dans la littérature, dans la danse, dans tout un tas de choses. Moi, voilà, j'avais envie de m'intéresser à ça et de montrer ces images-là. Et on le voit bien dans le film. Alors, vous êtes entretenu avec beaucoup de personnes. Un dernier exemple, un ex-pilote d'hélicoptère de l'armée israélienne qui dit dans votre film, en visio, comme on dit, interposé vu qu'il n'était pas avec vous au même endroit, avoir fini
par organiser un groupe de pilotes d'armée, de l'armée de l'air israélienne, pour refuser publiquement ensemble de participer aux crimes de guerre, je le cite à ce moment-là, notamment perpétrés par les Israéliens, enfin, tout du moins l'État d'Israël sur Gaza. Les mots sont importants encore plus aujourd'hui, en fait, depuis le week-end dernier, qualifier de crimes de guerre les opérations qu'Israël préfère présenter comme antiterroristes, comme d'antiterroristes. Est-ce que vous partagez les propos de la personne que vous avez interrogée? Pour le coup, je les partage à 100%. Il y a une définition très claire des crimes de guerre. On ne peut pas chercher à avoir plusieurs définitions. Et je trouvais que c'était encore plus fort venant d'un juif israélien qui a fait le choix, lui, je le rappelle, de quitter son pays. Parce que pour lui, c'était insupportable d'aller faire ces crimes de guerre, comme il les qualifie, c'est-à-dire d'aller bombarder une population civile. Et heureusement, il y a en Israël quelques personnes qui s'insurgent contre ça. Malheureusement, elles ne sont pas assez nombreuses et elles n'arrivent pas à peser dans cette société. Et je pense qu'avec les derniers événements, ça va être encore plus compliqué pour les Israéliens qui défendent le droit des Palestiniens en Israël. Dans votre film toujours, on parle, je cite, de Nakba en continu, d'agression de l'occupant israélien, etc. Bref, une situation quand même assez noire et compliquée à vivre. Et puis une professeure apparaît à l'écran et nous explique que tout ça fait désormais partie de leur quotidien, que les cours continuent à être donnés, même dans les écoles qui sont détruites, les classes bombardées, avec même cette scène, on en parlait il y a quelques instants, cette scène qui surgit d'un coup, on l'envoie des jeunes gazaouis, de femmes et hommes, danser sur les ruines de bâtiments dans des rues détruites. Alors c'est quoi le message à ce moment-là? Est-ce que c'est ok, c'est pas grave, on relativise? C'est quoi le message? Le message, c'est dire, justement, quand on a fait le choix de tourner cette séquence de danseurs et de danseuses sur les ruines, on a mis un petit moment avant de trouver le lieu. Donc c'est Yad Al-Astal à Gaza qui m'a dit, je crois que je dois avoir un endroit, je vais te faire un repérage, je te l'envoie par WhatsApp, bref. Et je lui ai dit, oui, c'est ça que je veux. Je veux un immeuble qui... Il y a deux symboles. C'est un immeuble qui est encore debout, mais qui est complètement éventré. Donc l'idée, c'était de placer ces danseurs et ces danseuses dans cet immeuble, d'envoyer une musique live de Dabke, leur danse traditionnelle. Et le symbole, c'est de dire, vous voyez, vous nous bombardez, vous voulez nous faire disparaître quelque part. Mais on est toujours debout, on danse, on perpétue notre culture et on a la banane. Et cette séquence, je m'en suis servi comme fil conducteur, vous l'avez compris, oui, tout au long du film. Fois, bien sûr. Et vous interrogez aussi Sylvain Sipel, un journaliste spécialiste d'Israël et des États-Unis, au Monde, au Courrier International et pour Orient 21, qui décrit des scènes terribles, notamment une d'Israéliens se réjouissant des bombardements sur Gaza à un moment donné lors d'un pique-nique par exemple, et finit par analyser que pour lui, il y a, je le cite, accoutumance au pire de la part des Israéliens au bout de 50 ans d'occupation, je le cite toujours, et que l'on repousse la frontière du pire. Alors ma question est toute simple. Alors, à l'instar des Gazaouis, dont certains, vous me dites là, disent avoir intégré la violence dans leur quotidien et faire avec, parce que pas le choix, pensez-vous que de l'autre côté aussi les choses ont été normalisées, la mort, l'agression, la violence, la guerre? Oui, je pense que... Et en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Israéliens ne rencontrent jamais les Palestiniens. Je parle des Palestiniens des territoires occupés ou de Gaza. Ils ont des Palestiniens chez eux, parce qu'il y a 20% de la population qui est d'origine palestinienne en Israël. Mais ils n'ont jamais de contact avec... pour eux, c'était quelque chose d'abstrait. Et comme dit Eleanor Bronstein, on leur a tellement infusé dans le cerveau que... quelque part, Gaza, c'est, pour faire court, un peu plus de 2 millions de terroristes. Et en plus, on les a enfermés comme ça pour nous protéger, parce qu'ils veulent nous jeter à la mer. C'est un peu le discours de propagande qui... Alors, je ne dis pas que le Hamas a tenu des propos relatifs à Israël. Il y a des choses qui ont permis de ce récit de s'installer. Insupportable à entendre. Mais voilà, donc c'est une jeunesse, entre guillemets... D'ailleurs, j'ai un exemple, je finis par ma phrase, mais il y a un exemple très, très intéressant. Ces malheureux jeunes Israéliens qui ont été pour une partie enlevés ou assassinés par le Hamas, ils faisaient une rave party à quelques kilomètres, à 2 kilomètres de la frontière. Ça ne veut pas dire qu'il fallait faire ce qu'a fait le Hamas, d'accord, mais je veux dire, c'est une espèce de symbolique d'insouciance. D'inconscience ? Je ne sais pas, ou d'inconscience. On fait une rave party, on danse, c'est la joie, on boit des coups tous ensemble, c'est le bonheur. À 2 kilomètres d'une population qui est complètement fermée. Ça a quelque chose de presque indécent. Parce que moi, ça questionne, je comprends tout à fait la chose. Alors, nous savons quand même, vous l'avez dit il y a quelques instants, que la population israélienne n'est de loin pas totalement derrière son gouvernement, encore moins derrière les exactions qu'il peut commettre ici et là. Est-ce que vous ne craignez pas, avec votre film,
qui a un fort parti pris pour défendre, on le comprend, les droits du peuple palestinien et des Gazaouis, de faire oublier cela, que le gouvernement israélien n'est pas soutenu à 100% par les Israéliens, et de nourrir une forme de polarisation dont on peut se plaindre aujourd'hui dans la sphère médiatique et politique. Ben oui, mais il y a un danger, mais j'allais pas reculer la sortie du film parce qu'il y a eu ces événements. Mais même sans les événements. Il y a un mouvement en Israël qui est assez important, qui s'appelle le mouvement des Refusniks. Ce sont vous savez que les jeunes garçons font 3 ans d'armée obligatoire, les jeunes filles 2 ans. Et il y a quand même de plus en plus de jeunes garçons et jeunes filles qui refusent de rentrer dans l'armée, de faire leur service militaire. Je le sais pour les témoignages qu'on a pu avoir, des documents que j'ai pu consulter, parce qu'ils se disent c'est pas mon projet de vie, moi, d'aller agresser en pleine nuit dans les villages palestiniens de Cisjordanie des Palestiniens. C'est pas mon projet de vie qu'on m'emmène à la frontière gazaoui pour assurer soi-disant la sécurité d'Israël. Donc c'est un mouvement important et justement l'Occident devrait vraiment les soutenir. Et alors avec les derniers événements, est-ce que ce mouvement va se tarir? Parce qu'il y a une espèce de... Ah bah là c'est sûr qu'il y a une espèce de solidarité maximale autour d'Israël et on peut le comprendre par la population israélienne. Mais voilà, c'était important de souligner que ça existe en Israël, ce mouvement-là. Qu'est-ce qui va devenir, je ne sais pas. Il y a un autre mouvement qui existe aussi en Israël et pas que, c'est la part importante que la religion prend dans le pouvoir exécutif, puisqu'en plus l'État a été déclaré il y a quelques années comme un État juif, donc la politique et la religion est complètement intégrée. La part d'ultra-orthodoxes tend à s'accroître dans la société israélienne, tandis que beaucoup d'observateurs et d'observatrices parlent d'une islamisation de la société palestinienne, via notamment le Hamas par exemple. Alors, en partant de ce constat ou tout le monde de ces observations-là, comment vous analysez les choses sur ce plan et comment vous voyez l'avenir, si je puis dire, c'est bien, ça pose une question large, israélo-palestinien, avec cela en fait en tête? Ben alors, vous faites allusion à la loi sur l'État-nation qui a été votée à la Knesset en 2018, à l'été 2018, à l'initiative de Netanyahou et son gouvernement. D'extrême droite, d'extrême droite, bien sûr, et qui, je le rappelle, dit que Israël est l'État pour les seuls juifs. Ce qui veut dire que 20% de la population israélienne ont la citoyenneté, je parle des 20% palestiniens d'Israël, ont la citoyenneté israélienne, mais non pas la nationalité israélienne. La nationalité est réservée seulement aux 80% de juifs. Alors ça, si ce n'est pas une situation d'apartheid, il faut qu'on m'explique, d'accord ? Donc il y a les religieux qui prennent de plus en plus de poids en Israël. Il y a probablement la partie religieuse du Hamas qui tire vers une islamisation de la société, c'est probablement incontestable. Donc il y a quand même une grande partie des populations qui ne sont pas d'accord avec ces orientations-là. Et notamment à Gaza, que je connais mieux, qui ne sont pas envie du tout d'un État islamiste. Et voilà, donc on fait avec le Hamas, on fait comme on peut pour vivre dans ce contexte qui est si compliqué. Je l'avoue que c'est très compliqué. C'est très compliqué. D'ailleurs, d'autant plus qu'on ne peut pas juste résumer, dans ma question, pour le comprendre, que l'aspect religion peut être un problème en soi, puisque les ultra-orthodoxes ne sont pas forcément OK avec le projet d'écraser tout le monde qui ne serait pas juif autour d'eux. Il y a même dans leur courant des dissonances, des courants contraires. Donc c'est vrai que c'est compliqué et on continuera à suivre, j'imagine vous, dans vos travaux et dans les nôtres aussi, de notre côté. Alors, pour en revenir à votre film et pour presque finir notre entretien, moi ce que j'ai le plus apprécié dans votre film, c'est de pouvoir entrevoir, puisque je n'y suis pas, et qu'on n'y est jamais en fait là-bas, des moments de vie communs, presque banals, des moments comme ça, de vie en fait, des personnes qui vivent là-bas. Pourquoi vous avez fait le choix de longuement, parce qu'à un moment donné, on va vraiment longuement voir les personnes qui vont pêcher, il y a de longs moments en fait, de gens ordinaires. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Ben oui, parce qu'en fait, l'idée de ce film, comme vous l'avez très bien dit en introduction, c'était de démystifier les préjugés. Donc c'est une société normale, comme le dit une des intervenantes du film, mais qui vit dans un environnement anormal. Alors on va à la pêche pour nourrir sa famille, pour en faire un peu de son business. On fait de l'agriculture, c'est aussi des agriculteurs, pour faire vivre sa famille, mais aussi pour avoir des revenus. Donc c'est très peu montré dans les documentaires. C'est très peu montré cette vie normale, et je mets plein de guillemets. Donc pour moi, c'était extrêmement important de le rappeler. En plus, c'est souvent dans le film des moments d'un peu plus de calme, où on souffle, parce que
j'ai conscience que le film est assez dense en termes d'informations, quoi. Oui. Donc tout mon travail, et notamment au montage avec Michael Reifart, qui est mon monteur, ça a été de trouver le juste équilibre, pas tomber dans du misérabilisme, montrer des destructions. Bien sûr, je ne suis pas naïf, ça existe. Et là, en ce moment, c'est terrible ce qu'ils vivent. Mais, et pas tomber non plus de l'autre côté dans une naïveté. C'est voilà, trouver un juste équilibre. C'est pour ça que moi qui aime beaucoup les ruptures dans les films, il y a pas mal de ruptures entre bombardements, des sourires derrière, on continue de vivre, je le répète, presque normalement. Donc tout ça, c'est un équilibre qu'on a eu un peu de mal à trouver parce que le montage a duré plus d'1 an quand même. Et vous a beaucoup aidé la personne sur place qui a filmé pour vous Évidemment, Yad Al-Astal et son équipe, ils ont fait un travail absolument fabuleux. On a eu une centaine d'heures de rush pour faire un film d'1h40, plus moi tout ce que j'avais fait en travail en Europe, à Bruxelles, à Londres, à Paris, etc. Donc après, vous savez, au montage, vous faites des choix. Tout à fait, ouais. Moi, j'avais écrit une trame, il fallait que je rentre dans ma trame, mais que j'intègre ces ruptures, que je ne tombe pas dans du misérabilisme. Yad, avec son équipe, il m'avait fait des plans dans une morgue où des enfants venaient d'être assassinés. J'ai fait le choix de ne pas montrer ça, quoi. Je ne voulais pas tomber dans ces excès-là. Donc voilà, tout est affaire d'équilibre. Je ne sais pas si j'aurais réussi, mais en tout cas, c'était une de mes motivations. Et pour finir, dernière question, s'il n'y avait qu'un souvenir à retenir de votre, je ne sais pas si je peux appeler ça une aventure, parce que ça m'a l'air d'être un peu le cas, hein, se confronter à 100 heures d'images qui vous parviennent comme ça, bref, de votre film, de la réalisation de ce film, lequel serait ce souvenir? J'aime beaucoup Falestine Rousse-Rousse, qui est la professeure, qui est responsable du département français de l'université Al-Aqsa, parce que je la trouve très digne quand elle parle. Elle a subi plusieurs guerres, elle aussi, notamment en 2014. Elle était enceinte, elle a perdu un bébé, elle le dit dans le film. Et c'est elle qui dit « mais on est toujours debout », elle dit ça avec un sourire. Après tout ce qu'elle a vécu, sa maison a été détruite. Et d'ailleurs, je suis très inquiet parce que je n'ai pas de nouvelles d'elle, ainsi qu'un certain nombre de protagonistes du film. Il faut absolument que je m'en inquiète dans les jours qui viennent. Mais ouais, j'ai un peu cette image qui me reste. Bon, j'en aurai plein d'autres, mais si vous me demandez de choisir, je vais dire que c'est celle-là. Merci beaucoup Roland Nurier d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Avec plaisir. Et je rappelle la sortie de votre prochain film, Yala Gaza, au cinéma, le 8 novembre prochain. À bientôt. Quant à vous, chez vous, merci d'avoir suivi cet entretien. Vous l'avez apprécié? Eh bien, dites-le nous dans les commentaires et abonnez-vous aux médias. Soutenez notre antenne indépendante en vous rendant sur l'adresse www.onestla.lemediatv.fr. On compte sur vous. Et bien sûr, merci pour votre soutien et votre confiance. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Papi.